tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Mario Bard, il est président de l'Association des médias catholiques du Québec. Deuxième entretien avec Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Et enfin, troisième et dernière interview avec Micheline Rabet. Elle est gestionnaire des services cliniques en travail social et santé mentale au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Je vous souhaite une belle émission. Mario Bard, vous êtes animateur radio à Radio-VM, acteur, mais plus spécifiquement aujourd'hui, et vous travaillez aussi pour à l'Église en détresse, mais plus spécifiquement aujourd'hui, vous êtes c'est en tant que président de l'Association des médias catholiques et œcuméniques du Québec qu'on va s'entretenir. Alors, pouvez-vous simplement nous présenter d'abord cette association? Qu'est-ce que c'est que l'AMECO, sa mission? Alors, l'AMECO était tout d'abord connue comme l'Association des périodiques canadiennes des périodiques catholiques, qui a été fondée en 1968 parce qu'il y avait une idée peut-être de regrouper des revues missionnaires pour faire une méga revue missionnaire. Ça n'a jamais vu le jour parce que les gens se sont rendus compte à quel point leur propre charisme était important et leur propre charisme également devait être distribué sous forme médiatique. Et là, à ce moment-là, c'était sous forme de ce qu'on appelle les périodiques, donc des magazines, des revues, bon. Et c'est à partir de là que l'association est née. Et en 2014, afin de tenir compte de la nouvelle réalité médiatique, donc la radio, la télévision, on pense à Salles et Lumière, entre autres, Radio-VM également, le conseil d'administration à cette époque-là a décidé de changer le nom pour AMECO, Association des médias catholiques et œcuméniques, qui est par ailleurs une association là, qui est prête à avoir un membership partout au Canada français. Donc, c'est vraiment de cette largeur-là. Bien sûr, la concentration francophone est au Québec, ce qui fait que la plupart des médias qui sont membres sont du Québec. Mais vous avez, par exemple, l'Église unie, donc avec aujourd'hui Credo, qui fait partie de l'association. Et donc, c'est une association qui offre une panoplie de services à ses membres. Et justement, durant cette crise du COVID-19, vous avez eu l'occasion de vraiment d'être à l'écoute de vos membres et vraiment de surveiller la situation. J'imagine qu'il va y avoir un colloque sur comment a été gérée cette crise dans le futur. Vous avez récemment publié à vos membres, mais qui est également disponible sur le site web de l'AMECO. Vous avez publié une lettre dans laquelle vous soulignez l'importance d'avoir une communication de qualité en temps de pandémie. Dans ce contexte, pouvez-vous nous donner un peu votre vision du rôle des médias catholiques et œcuméniques et peut-être comment est-ce qu'ils ont pu déployer un peu cette mission à travers ces circonstances vraiment exceptionnelles que nous avons vécues et que nous vivons encore en ce moment? Alors, d'abord pour les médias, bien sûr, imprimés, ça a été plus compliqué parce que il faut penser que les imprimeries, en tout cas du moins au Québec, ce qu'on a observé, c'est que la plupart d'entre elles ont dû fermer, ont dû faire du travail essentiel, c'est-à-dire journaux, informations, mais pas d'autres choses, ou des brochures gouvernementales, justement, pour informer les gens à propos de la COVID-19. Donc, il y a eu à penser autre chose et dans certains cas, ça a donné une nouvelle infolettre. Dans un cas, moi, je pense aussi également à d'autres gens qui ne sont pas nécessairement membres de l'AMECO, mais qui le deviendront bientôt, j'espère. TV Zéphyr, donc Zéphyr TV, en fait, au diocèse de Saint-Hyacinthe. C'est un projet, on m'a informé, c'est un projet qui devait voir le jour dans 1 an à peu près. Et là, le diocèse de Saint-Hyacinthe a complètement arrêté ses activités, a mis à pied plusieurs de ses employés, mais je crois qu'ils se sont rendus compte que la communication était très importante et le projet de Zéphyr TV est né. Alors, j'espère qu'ils feront partie de l'AMECO bientôt, mais ça, c'est une autre histoire. Et je m'aperçois également qu'il y a plusieurs membres qui ont été très créatifs et qui continuent malgré tout. Bien sûr, ils continuent avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire Internet. Par exemple, bon, pour moi, personnellement, je continue à réaliser des émissions sur les ondes de Radio-VM, mais on fait tout ça pas à distance, comme on le fait présentement ensemble. Et
Les médias catholiques et œcuméniques ont pour but, bien sûr, d'informer sur la vie des églises, de l'Église catholique, des églises qui sont les églises protestantes également, mais les médias ont également comme mission de donner une autre information, je voudrais dire. C'est là qu'on rentre dans une certaine qualité de présentation. L'importance des communications de qualité, je pense que la plupart des membres de l'AMECO, sinon tous, ont ce souci. Moi, j'ai rarement vu ou lu ou écouté des membres de l'AMECO qui n'avaient pas un propos différent, qui n'avaient pas un propos de qualité également. Bien sûr, on peut être d'accord ou pas, ça c'est notre histoire. Mais la qualité de présentation, la recherche de qualité est toujours là. Et ça, c'est impressionnant à noter. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je dirais aux gens, allez voir notre site web parce que c'est important. Vous allez rencontrer là une information de qualité, mais une information extrêmement différente de ce qu'on entend ailleurs et qui n'est pas nécessairement marginale ou dans la marge. Donc, qui a vraiment comme but d'abord de présenter cet esprit du Christ qui se révèle dans les églises, dans l'Église catholique et donc ailleurs chez nos églises sœurs. Et ça, c'est important, je pense, que les gens prennent conscience qu'on a cette qualité à offrir. Et en temps de pandémie, vous disiez la pandémie, mais en temps de pandémie, il y a la question de sens qui se pose tellement. Alors, nos médias présentent des textes là-dessus, des textes sur le sens. Je pense au Verbe, entre autres, le magazine Le Verbe. Vous êtes collaborateur d'ailleurs, Francis, ou encore Présence Info, qui est un média indépendant, mais qui est membre d'AMECO également. Donc, il y a vraiment une recherche, et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que les gens ont peu de moyens. Hein. Dans ce message dont on a parlé et qui est disponible sur le site de l'AMECO, vous citez le pape François qui, dans son message pour la Journée mondiale des communications sociales, parlait de dynamisme du bien. Alors, vous avez eu l'occasion de justement nous parler un peu de cette manifestation dans les médias catholiques dans ce temps de crise, mais parlez-nous un peu de cette logique. Comment les médias catholiques, quelle est leur place dans l'organigramme des médias au Québec? Vous parlez de ce sens. Quel genre de nouvelles et comment est-ce qu'elle doit la présenter? Quelle est sa place? Je pense que le pape François parlait du dynamisme du bien. Hein, et je pense que nos médias sont là pour faire en sorte que ce dynamisme du bien survienne, arrive, soit présent. Parce que ce n'est pas nécessairement le rôle des journaux, ce n'est pas nécessairement le rôle des téléjournaux ou bien des bulletins d'information radiophoniques de nous présenter une information nécessairement qui va avoir un sens. Ce sont surtout des faits, ce sont des choses, et souvent, les gens vont nous dire « Ah, c'est des mauvaises nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. » Alors, je dirais, et c'est pas toujours leur rôle, donc on peut pas toujours leur reprocher cela. Ce qu'on peut espérer des médias qui sont membres de l'AMECO et de médias qui se disent catholiques, chrétiens, c'est du moins qu'ils mettent en place un certain dynamisme du bien. Grâce au contenu, grâce à la qualité des réflexions qu'on y retrouve, grâce à la qualité de présentation. Encore une fois, je pense au Verbe, qui sur la qualité des présentations de son magazine et vraiment et de sa revue, ont d'ailleurs été récompensés par l'AMECO avec les prix d'excellence. Donc ça, c'est quelque chose de très important et pour moi, c'est essentiel qu'on prenne conscience comme membre de l'AMECO, mais également que les personnes qui font partie des églises qui se trouvent au Québec, au Canada, prennent conscience qu'ils ont déjà des médias qui font un travail extraordinaire. Je le répète, avec peu de moyens et qui donnent du sens. Et le sens nous permet, je pense, en tout cas comme chrétiens, devrait nous permettre d'entrer dans un dynamisme du bien. Bonjour, Monseigneur Dominique Ray. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui mon invitation. Vous êtes l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Alors, première question pour commencer. Quelle est votre réaction après la décision du Conseil d'État de lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte? Eh bien, je me réjouis de cette initiative qui a été portée par un certain nombre de juristes pour demander au Conseil d'État d'intervenir. Effectivement, nous sommes dans une situation assez paradoxale où on peut faire son commerce, où on peut aller dans les magasins, où on peut
aller dans les transports, mais on ne pourrait pas participer au culte dans les églises. Donc il y a une atteinte fondamentale au droit de pouvoir pratiquer sa religion, à l'exercice du culte. Et donc c'est ce que le Conseil d'État a reconnu, qu'il y a là une offense dans la pratique du culte. Et donc je me réjouis de cette disposition. Maintenant, le gouvernement devra, dans les 8 jours, prendre des dispositions pour permettre l'exercice normal du culte, moyennant bien sûr des mesures de sécurité, de distanciation physique entre les personnes. Mais il me semble que c'est dans la nature du droit et du respect de la liberté religieuse et de la liberté de culte que de permettre aux personnes aujourd'hui de bénéficier du même statut que ce qui est pratiqué dans la vie sociale habituelle. Comment est-ce que, en particulier, le diocèse de Fréjus-Toulon va s'organiser pour permettre justement la reprise de ces messes de manière sûre et sécuritaire? Alors, pour le moment, déjà, il y a des messes qui peuvent être célébrées d'une manière privée en dehors des lieux de culte, à domicile, des prêtres qui vont dans des propriétés privées célébrer. Alors là aussi, avec beaucoup de précautions pour éviter la contamination du virus. Donc, l'activité de l'Église n'est pas morte actuellement. Et puis, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a des actions de solidarité avec les plus démunis. Mais donc, nous allons organiser un déconfinement, nous aussi, progressif. Nous attendons donc les dispositions qui vont être données par le gouvernement sur la base de ce texte du Conseil d'État pour organiser l'ouverture des lieux de culte et l'organisation des messes en particulier. Donc là, je dirais, toutes les communautés chrétiennes sont dans l'attente de pouvoir bénéficier non pas seulement d'une communion spirituelle, mais d'une communion réelle. Et je pense que le gouvernement va, au cours de cette semaine, donner des indications dans ce sujet-là. Ouais. Est-ce que plus généralement, vous avez une idée de la manière dont va reprendre les activités pastorales dans votre diocèse? Alors c'est vrai que cette crise va laisser beaucoup de suite parce que d'une part, il faut reprendre des activités. Il y a des personnes qui ont été, suite à ces événements, très fragilisées. Je pense à la situation des personnes âgées dans les maisons de retraite. Il y a aussi une grande insécurité économique pour l'avenir de notre pays et de l'Europe en général, pas simplement même de l'Europe, dans le monde entier. Cette crise va avoir des séquelles et il est notre responsabilité, je dirais, d'accompagner aussi le processus de retrouver une normalité dans notre vie sociale. Donc, je crois qu'actuellement, déjà, les initiatives sont mises en place, mais on va devoir, je dirais, accompagner cette normalisation de nos activités, ce retour à une vie que l'on connaissait il y a 2 mois de cela. Mais entre-temps, il y aura beaucoup, je pense, de pauvreté, beaucoup d'insécurité. La crise du déconfinement, qui va être révélatrice de la fracture qui s'est produite, sera aussi très, très, très considérable. Il nous invitera à envisager, à imaginer aussi des moyens pour soutenir les plus en difficulté et reconstituer aussi les communautés chrétiennes. Le fait qu'il y a eu cette crise, il y en a, je dirais, des liens nouveaux qui sont tissés entre les communautés grâce à Internet, etc. Et puis en même temps, il y a des personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qui ont été encore plus dans la pauvreté, dans l'insécurité, dans l'isolement. Donc il va falloir beaucoup restaurer, réparer. Vous parlez de séquelles qui peuvent être, que l'on pourrait voir à la fin de cette crise. Vous pensez à quoi en particulier? Il y a dans les communautés des liens qui se sont peut-être disjoints avec le fait qu'on ne se retrouve plus régulièrement. La communauté chrétienne, elle existe à travers leur rassemblement, le fait de pouvoir se retrouver régulièrement. Là, il va y avoir à l'échelle locale peut-être des difficultés pour se retrouver. Il y a aussi des liens avec des personnes qui étaient loin de chez nous, qui se sont distendues, on ne pouvait plus les rejoindre physiquement.
à cause des difficultés pour le déplacement. Là aussi, ça montrera des séquelles. Je connais tel ou tel couple qui a vécu aussi des difficultés d'être trop confiné entre soi. Ça peut être difficile à vivre et à assumer. Ouais. Dans l'ordre de la vie sociale, dans l'ordre de la relation aux autres, il y aura des conséquences. Ouais. Et est-ce que vous pensez que, au contraire, à la suite de cette crise et de ce confinement, on pourrait voir des grâces peut-être ou des conséquences positives, de bonnes répercussions paradoxalement? Alors moi, je pense que positivement, déjà, on voit que cette crise a permis plus d'intériorité, de se retrouver dans l'essentiel, d'être moins happé par des agendas surchargés, des activités, un activisme. Là, on a été affronté à nos limites, à nos fragilités, je dirais, on vit, on a la recherche de moyens de vivre et on a oublié les raisons de vivre. Donc c'est une occasion, cette crise, de retrouver des fondamentaux, de revenir à l'essentiel, de créer peut-être des liens nouveaux avec des personnes. Moi, je vois par exemple des témoignages de familles, ils m'ont dit, on n'avait jamais le temps de se retrouver entre nous, là on a eu le temps de pouvoir passer des moments importants ensemble, de renouer des liens. Donc ça, c'est un facteur extrêmement positif. Maintenant, il y a eu une fracture sociale et comment l'Église va être présente à ces difficultés que vont rencontrer beaucoup de personnes en raison de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des séparations avec des êtres chers, des difficultés économiques, se retrouver dans un nouveau contexte. Tout cela, l'Église devra accompagner, les communautés chrétiennes devront accompagner. Mais je dirais, dans l'ADN du christianisme, il faut savoir qu'il y a une capacité de rebond. Hein. Le christianisme, il naît d'un tombeau. Donc le fait de pouvoir porter une espérance dans un monde qui a perdu toute visibilité par rapport à l'avenir, toute perspective, et avec beaucoup d'incertitudes pour le lendemain, tout cela va requérir de une forte présence des chrétiens. Nous sommes attendus pour redonner une nouvelle confiance, une nouvelle espérance. Et je crois que la crise peut être aussi vraiment pour nous une opportunité. Pour terminer, Monseigneur, quel sens donneriez-vous à cette épreuve que le monde entier quasiment est en train de vivre? Je crois que on a une vision un peu linéaire, rectiligne de la croissance, du progrès. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, elle est passée à travers ce nombre de crises. Récemment, il y a des ruptures très profondes, des ruptures anthropologiques, il y a eu des crises monétaires, des crises financières, il y a aussi des guerres, etc. On voit combien le déploiement de l'humanité à travers l'histoire s'est fait par des moments qui étaient critiques, où il y a eu beaucoup de désastres. Mais je dirais, c'est souvent à partir de ces moments difficiles, tragiques, que l'humanité a dû trouver des ressources intérieures pour repartir de l'avant. Et c'est là que le christianisme est attendu, pour redonner une nouvelle espérance, une nouvelle confiance, pour ramener l'humanité sur des fondements qu'elle avait peut-être oubliés, hein, et ramener notre société à une vraie humanité, à une vraie fraternité. Et on peut penser une croissance qui soit en fait un leurre, un doux rêve. Là, nous faisons l'expérience cruelle, tragique, hein, de notre pauvreté, et spirituellement de nous en remettre à Dieu. Alors bonjour Micheline, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, il y a une campagne qui s'est déroulée pour la semaine de la santé mentale. Donc, les élèves et les membres du personnel du conseil ont été invités à partager pendant le mois de mai comment ils vivent leur nouvelle réalité et comment ils soulignent la semaine de la santé mentale. Donc, quelles réponses avez-vous vues ou voyez-vous déjà sur les réseaux sociaux pour ce mois-ci? Ben, pour le mois de mai, effectivement, mais je vous dirais déjà un peu avant, parce que vous parlez de la réalité qui nous concerne en ce moment. Il y a eu énormément d'initiatives, et je vais parler pour le Conseil scolaire Mon Avenir. Il y a eu énormément d'initiatives au niveau du bien-être et de la santé mentale. Pour le Conseil, nous avons
partagé au sujet de la campagne Parler pour vrai. On va en parler plus en profondeur, mais l'idée derrière était vraiment de permettre aux jeunes, aux enfants, aux parents, au personnel enseignant de comprendre le message de Parler pour vrai. L'idée de maintenir des liens sociaux et de pouvoir les maintenir en partageant aux autres comment on se sent pendant cette période-là. Alors, effectivement, on a pu voir sur les réseaux sociaux énormément de partages. Il y a eu des scripts vidéo, audio-vidéo, qui ont été partagés par le conseil scolaire sur des situations qui concernent justement le message Parler pour vrai. Puis on a profité de cette occasion pour partager avec notre communauté des ressources liées justement à certains besoins qui pourraient toucher le bien-être et la santé mentale. Donc, quelle sorte de ressources justement dont vous parlez en ce moment? Oh, énormément de ressources. Essentiellement, on a parlé de Jeunesse J'écoute parce que c'est l'une des ressources clés en ce moment puisqu'on parle d'appui au niveau du télétravail, au niveau audio et vidéo. Jeunesse J'écoute a fait très belle, a mis en place énormément de ressources de personnel pour appuyer justement la province, le Canada. Mais on parle aussi de ressources au sein du conseil, mais aussi de ressources communautaires, c'est-à-dire que toutes les équipes du conseil scolaire se sont mobilisées d'entrée de jeu dans le cadre de cette pandémie pour continuer à offrir des services tant au niveau de l'appui de base, au niveau de l'éducation, l'apprentissage, mais aussi au niveau du bien-être et de la santé mentale. On parle aussi de ressources communautaires parce que, comme vous le savez, nos conseils scolaires collaborent énormément avec des agences communautaires. Donc, on a profité pour rappeler à nos familles que nos agences communautaires dans chaque zone restent disponibles pour les appuyer. Bien que ce soit virtuellement, tout le monde s'est mobilisé justement pour pouvoir poursuivre les services en santé mentale et en bien-être. Mm-hmm. Alors, si on parle maintenant vraiment des élèves qui font depuis 2 mois l'apprentissage à la maison, vivent cette réalité différente là, dont on parle, quel danger y aurait-il pour la santé mentale de ces élèves-là ou de certains de ces élèves-là? Alors, c'est important pour moi d'un peu recadrer la question parce qu'effectivement, le mot danger n'est peut-être pas approprié dans le contexte dans lequel on vit. Contexte qui est rempli d'incertitudes au niveau de la santé, de l'éducation. Il y a un impact socio-économique dans le monde, mais aussi au niveau des familles. En fait, ce qui est un problème en soi, c'est le contexte d'incertitude, l'isolement qui découle de cette incertitude qui est un défi pour nos familles et pour notre communauté. C'est aussi un contexte qui génère énormément de stress, d'anxiété chez nos jeunes, chez nos familles. Et on sait que l'anxiété et le stress sont souvent alimentés par nos pensées. Et c'est un contexte qui laisse place énormément à de la créativité ou énormément au niveau de la spéculation de nos pensées. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est plutôt cette pandémie et cette quarantaine qui va stimuler nos pensées, qui va stimuler nos stress, qui va stimuler notre inquiétude et qui va en soi être un problème pour nos familles ou pour notre communauté. L'apprentissage à la maison est un processus différent. Ce que nous voyons, c'est que l'apprentissage aura tendance à réengager les élèves dans un processus d'apprentissage nouveau, donc faire appel à une autre forme de créativité d'apprentissage. C'est aussi une bonne manière de maintenir la routine. Et puis, de vous à moi, l'apprentissage à la maison, c'est beaucoup plus que l'aspect éducationnel, académique. C'est vraiment un moment pour nos familles d'apprendre ensemble d'autres compétences. On parle de l'apprentissage socio-émotionnel, les habiletés sociales, autres que effectivement physiques. On va développer des liens autrement. Et puis, des retours que j'ai de nos familles, de nos professionnels, c'est en fait qu'il en ressort énormément de temps d'arrêt. C'est-à-dire que le monde
est capable de se recentrer sur le moment présent et de construire des relations parfois un peu plus authentiques et un peu plus recentrées sur les personnes qu'elles l'étaient avant, dans un monde où les choses allaient beaucoup vite. Donc, pour répondre à votre question, le danger n'est pas lié à l'apprentissage à la maison. Je pense qu'il y a un stress réel qui est lié au contexte dans lequel on vit et que l'apprentissage à la maison va permettre à nos enfants, à nos petits élèves de pouvoir reconnecter avec leur cadre habituel et de pouvoir être créatifs. Il y a énormément de créativité. Maintenant, l'annonce vient d'être faite que l'école va seulement reprendre au mois de septembre. Donc les élèves continuent justement à vivre dans cette nouvelle réalité, à comme vous dites, à essayer de trouver justement des moyens créatifs. Mais avez-vous des inquiétudes par rapport à ça, ou comment allez-vous continuer à cheminer avec ces élèves-là, ces familles-là aussi? Oui, vous savez, quand on parle de soutien des élèves, pour être plus précis, ce qui se passe au niveau des conseils scolaires, c'est qu'on voit l'appui de nos familles à plusieurs niveaux. Il y a le volet de la sensibilisation, il y a le volet de la prévention ciblée, et il y a le volet de l'intervention. Quand on parle de sensibilisation, c'est tout ce qu'on a fait à date, de pouvoir renforcer les messages du ministère de la Santé au niveau justement de la sécurité, de l'espoir, de la protection individuelle, familiale et de la société par rapport justement au COVID-19. L'importance de l'enseignement à domicile, l'importance pour les parents de maintenir ce lien-là. On a fait énormément de travail au niveau de l'adaptation des stratégies d'apprentissage à la maison, aux familles, l'utilisation d'outils utiles pour les intervenants sur le terrain. Tout ceci a été fait au niveau de la sensibilisation. Quand on parle de prévention ciblée, ce qui est un deuxième niveau d'appui au niveau de nos familles, on va voir des services offerts de manière plus adaptée, plus individualisée ou adaptée à un groupe d'élèves ou à une famille en particulier, ou à une classe en particulier. J'ai pu voir que tout le système scolaire s'est adapté en peu de temps au contexte du télétravail, tant au niveau de la pédagogie qu'au niveau du bien-être, de la santé mentale. Et tout l'appui s'est organisé autour du maintien du lien social et de la flexibilité. Alors, le troisième niveau d'appui que j'ai pu voir et que nous avons pu offrir au niveau de notre famille, c'est ce qu'on appelle l'intervention. Ce troisième niveau où essentiellement, je vous en parlais tout à l'heure, notre rôle a été d'ouvrir ou de renforcer les voies d'accès aux services, entre autres aux services communautaires, aux services d'urgence, aux services d'intervention de crise. Je ne suis pas inquiète sur la capacité de notre conseil à poursuivre pendant les mois qui nous restent. Je pense qu'au contraire, ça va être une continuation logique pour la famille et pour nos enfants, qu'il va y avoir une clôture et surtout, on va pouvoir se préparer en septembre à ramener nos élèves avec des stratégies encore axées sur ces trois niveaux, la sensibilisation, la prévention ciblée et l'intervention. Donc, je pense que ce n'est que partie remise. Il nous reste environ 1 mois et demi pour préparer nos enfants à terminer l'année scolaire et puis à se préparer à septembre sur une vision d'espoir, une vision de sécurité, une vision de bien-être. Et puis pour nos équipes, de se préparer à mettre en place des stratégies qui vont permettre aux enfants justement de retourner dans un cadre sécuritaire et un cadre axé sur le bien-être pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part, si vous le voulez, de vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.